essaye. Pour te dire, Geoffroy fait même des efforts terribles au niveau du cinéma. Oui. Geoffroy a regardé l'aurore. Oui. Ah, puis il me fait découvrir. Oui, l'Aurore, bien sûr, est un film à voir, mais il faut aussi voir Cela s'appelle l'Aurore, qui est un film de Buñuel avec Lucia Bosé, et c'est un très beau film qui est tourné en Corse à la fin des années 50. D'accord. Mais l'aurore m'a pas spécialement... Ah bon, en même temps, quand on n'est pas... Quand on découvre le cinéma, et qu'on me dit faut regarder l'aurore, déjà je fais oh là, c'est un film en noir et blanc. Mais du coup, après Nico essaye de me trouver des films qui correspondent à mes goûts. Donc on est dans un truc là où j'ai regardé 2 films en 2 jours. Alors, moi qui n'ai pas l'habitude de voir des films, 2 films en 2 jours c'est pas mal. Il faut en voir plus encore. Oui, bah après il y a le problème de temps. Ouais. Non, mais c'est une question d'entraînement, hein, ça. Oui, aussi je pense. Mais ouais, déjà là j'en ai 4 à voir en une semaine. Ça va le faire. Tu veux que je le mette en forme ou tu le mets de côté puis on voit un de ces 4 Ça va aller dans les choses à traiter, Vincent Nordon. Ok. Une fois que c'est Tu l'envoies, traité, quoi. On peut éventuellement... Enfin, je veux dire, tu me demandes ce que tu veux, je te... Hein? Ouais, ok. Alors, j'avais amené pour nos amis un texte. Il est long, c'est un long texte. Vous êtes dans la bagnole contrôlée? Ouais. Ah ben on va se faire shooter parce que j'ai pas le... Ils sont juste... Soit l'extension, c'est ce qu'ils cherchent à avoir depuis des années, soit de dire l'extension c'est pas faisable, donc il faut monter un autre projet. Mais c'est passé par 1000 trucs. Moi je me rappelle quand j'y bossais, on avait même été jusqu'à la... En fait le truc qui est derrière l'Eldo, qui était une espèce d'ancienne usine, si j'ai bien compris, de réparation de télé, de choses comme ça. C'était l'endroit parfait, parce que c'est un endroit immense. Et le jour où le truc a été vendu, on va au cadastre pour regarder, pour potentiellement que l'Eldo se porte acquéreur, et en fait le truc était déjà racheté par la municipalité. Et c'est là où le truc entre l'Eldo et la municipalité a commencé de monter, avec, oui, mais pourquoi la municipalité ne nous aide pas sur tout ça? C'est la taxe professionnelle du cinéma, vote la défiscalisation des salles qui font moins de 450 000 entrées. Pile poil, elle est dedans. Je dis 450 000, je me trompe sur le chiffre, mais en tout cas, elle est dedans. Donc c'est un système génial. Il y a une autre question, c'est l'ABC, la salle de l'ABC, rue du Chapeau Rouge. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette salle? Je ne sais pas combien il y a d'écrans là-bas, mais il y en a au moins 3-4, voire 5. Et ça aurait été la logique d'extension. La seule vraie logique d'extension de l'Eldo. Le problème, c'était l'Eldo passe à 8 salles. Didier Béni, qui était alors je sais pas, tu l'as pas connu toi, qui était le directeur de l'Eldo jusqu'en 2004. Mais En 1976, quand Barra a voulu produire Son nom de Venise dans Calcutta désert, donc comment ça s'est passé? Puis il y a toute une histoire avec Marguerite Duras. Est-ce que tu peux m'expliquer et puis m'expliquer comment ça s'est passé avec Seb Eh ben, oui, enfin, c'est un tout petit peu plus... il faut revenir un tout petit peu en arrière, si tu veux bien. Quand il y a eu d'abord la création de la revue, la revue C'est Cinéma, et Marguerite Duras était un des auteurs, enfin, même si elle écrivait, je pense qu'elle n'a jamais écrit pour la revue, mais enfin, les deux acolytes, là, dont je ne faisais pas partie, je répète bien, donc j'étais vraiment la troisième roue du carrosse, vraiment, le mousquetaire un peu marginal, et donc c'était eux qui étaient les Durassiens, vraiment de choc. Donc ils étaient fourrés chez Marguerite, tous les soirs. Moi j'y allais de temps en temps un peu, j'étais quand même très impressionné par le personnage, je ne le cache pas, mais disons, je n'étais pas, en tant que lecteur, j'étais pas un Durassien fanatique. Bon, mais enfin, petit à petit, je me suis...
j'ai accepté d'autant plus que c'était très agréable d'aller rue Saint-Benoît parce qu'elle débouchait toujours des bouteilles de Côte-du-Rhône et comme tu le sais, moi je déteste pas ça du tout, donc c'était très agréable. Alors, il y avait des canapés, des bons canapés, bon voilà. Et puis quand la revue a commencé à fonctionner un petit peu, non pas financièrement mais universitairement, et les deux, le Barra et Farge, étant de plus en plus fidèles, et Marguerite leur a dit, écoutez, moi j'en ai marre des producteurs habituels. C'était donc après le succès d'India Song. Alors donc si mes souvenirs sont bons, à vérifier, je crois qu'India Song ça a été produit par Tchagaljev. Hein. Bon. Donc Marguerite, pour quelle raison? Ça j'ai complètement oublié, elle ne voulait plus entendre parler de Stéphane Tchagaljev, donc elle a dit, écoutez les petits gars, si vous montez une petite structure de production, moi je préférerais travailler avec des gens comme vous, parce que vous êtes jeunes, parce que vous êtes novices, parce que vous n'avez pas encore les travers des professionnels de la profession, comme on ne disait pas encore. Et donc François Barra, avec l'aide de son frère Pierre, parce que en fait c'est Pierre Barra qui a monté la société, donc François et Pierre Barra montent une société qui s'appelle Cinéma Neuf et produisent, je crois, c'est même j'en suis sûr, avec une petite avance sur recette, mais comme le film coûte très peu, donc ils obtiennent une avance, ils tournent le film avec l'avance, donc ça s'appelle Son nom de Venise dans Calcutta désert. Le film ayant très peu, je pense que je suis même presque sûr qu'ils ont dû pouvoir garder un peu d'argent de côté. Je crois que le film a coûté si peu cher. Donc la structure de production est en route. Et avec Cinéma Neuf, donc, commence une aventure de production. Mais alors c'est là où l'histoire de la SEB n'intervient pas tout de suite parce qu'en fait c'est pas Marguerite qui met Cinéma Neuf en péril. C'est pas du tout Marguerite, c'est Marguerite qui a mis le pied à l'étrier à François et à Pierre Barra. Je te signale qu'à l'époque, Joël Farge, lui, garde la revue de cinéma, Ça Cinéma, et la collection de bouquins qui s'appelle Ça Cinéma, aux éditions Albatros, mais les deux qui s'occupent de la maison de production, c'est Pierre et François Barra. D'ailleurs, si tu vois les génériques, c'est Pierre et François Barra présentent. Joël Farge évidemment, Joël Farge, il n'est pas loin, mais il n'est pas dans la structure de production. Il est directeur artistique occulte, et de toute façon, c'est lui qui est l'aspirateur de cette maison-là, artistiquement, bien entendu. Mais c'est Pierre Barra qui en est l'administrateur et le gestionnaire. Arrive donc dans l'ordre, je ne sais plus exactement, il faudra vérifier, il y a Daniel Jégui, Pascal Canet, Pascal Canet, je crois que ça s'appelle Liberty Bell, Daniel Jégui, ça s'appelle La fille de Prague avec un sac trop lourd. Nous, on fait notre film Guerre civile en France. Et puis tout ça ne marche pas trop mal. Et à chaque fois, il y a une avance sur recette. À chaque fois, il y a des petites sorties. C'est-à-dire, ça roule. Il y a un petit roulement. C'est-à-dire, Pierre Barra est un gestionnaire assez avisé, je pense. Mais arrive un impondérable, comme on dit. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot impondérable, c'est pas très joli. Enfin, arrive une couille, pour parler plus vulgairement. C'est-à-dire que François Barra tombe fou amoureux à la fois de Catherine Jourdan et de son mentor qui s'appelle Alain Fleischer. Et là, catastrophe, Alain Fleischer nous tombe dans les pattes. Et Alain Fleischer met en scène, réalise Zo-Zéro, et surtout met 8 semaines de dépassement dans les gencives à la boîte de production qui s'appelle Cinéma Neuf. 8 semaines de dépassement. Et là arrive la catastrophe. Et c'est là où, pris à la gorge, ils me disent, Vincent, tu n'auras pas une solution? Parce que moi, je ne sais même pas combien faut un ou deux. Un et un, combien ça fait? Je dis, bon, écoute, moi je vais jouer, t'as pas des copains à la SEB? Ils savent que je suis né dans un petit village où il y a une usine très connue qui s'appelle la SEB. Je dis, bon, je peux toujours essayer. Donc je téléphone à un type que j'ai pas vu depuis 20 ans, qui s'appelle Romaric Lescure, c'est-à-dire qui est le fils du directeur. À l'époque, c'était encore Frédéric Lescure qui est le directeur
de l'usine Seb de Selongé. Donc il a son fils avec lequel j'ai été à l'école de Selongé. Donc je l'appelle. Il habite Lyon, je dois demander à ma mère, j'imagine. Oui, c'est ça, parce que je sais pas son nom. Je demande à ma mère où est-ce qu'il est. Donc ma mère doit demander à gauche, à droite. C'est très rapide parce que Selongé, c'est quand même tout petit. Et on connaît un petit peu la famille Lescure. Donc il habite Lyon. Il me dit, écoute, je viens te voir quand tu veux. Le cinéma m'intéresse. Et donc il me donne rendez-vous dans un grand hôtel qui est derrière la porte Maillot, là, qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle, cette grande tour hôtel là, derrière le Palais des Congrès. Et il me dit, oh, tu sais, le cinéma, ça m'intéresse. Donc pour faire une toute petite présentation de Romaric Lescure, c'est un fils de la CEP, c'est-à-dire qu'il est milliardaire et il fait rien. Il passe sa vie à faire du ski, aller aux États-Unis. Donc pour lui, tiens, il voudrait tenter une expérience de cinéma. Il dit tiens, pourquoi pas. Alors à la fin du repas, il me fait un chèque de 200 000 francs en me disant tiens, bah voilà, tiens pour te dépanner. Et comme il me dépannerait de 20 euros aujourd'hui. Voilà. Et moi tout content, c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Et bête comme mes pieds, évidemment, ne comprenant rien à l'argent, d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup changé. Comme j'en avais un peu marre d'être toujours la troisième roue du carrosse, comme je disais tout à l'heure, comme j'en avais marre d'être toujours le vilain petit canard, comme j'en avais marre d'être toujours un tout petit peu marginalisé dans cette bande des quatre, parce que maintenant il y avait Pierre Barra, donc il y avait la bande des quatre, mais j'étais le quatrième, toujours un peu comme ça, mis sur la touche. Donc très fier de moi, j'ai voulu prouver que j'étais pas si bête que ça, et j'ai mis le chèque des 200 000 francs, puis je leur ai donné, quoi. Je leur ai donné le chèque, et puis le chèque, évidemment, les 200 000 francs, ça a été une goutte d'eau dans le désert, parce que le dépassement d'Alain Fleischer était tel que les 200 000 francs ont été siphonnés en un quart de seconde, et que de toute façon, la faillite était déjà assurée. Et donc, évidemment, rétrospectivement, je me dis quel couillon j'ai été. Ce chèque-là, j'aurais mieux fait de le garder pour ma pomme. Et voilà les aventures de la SEB. Alors, Romaric Lescure, n'ayant... Alors, les Barra et compagnie auraient au moins pu... on parlait tout à l'heure de quelqu'un là, qui ne répondait pas au mail. Hein. Quand j'ai amené le chèque, et quand ils ont pris le chèque, ils ont été bien contents d'encaisser le chèque, ils auraient au moins pu envoyer un petit mot. À l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur, mais il y avait déjà des téléx ou des fax. Non, des fax, il n'y en avait pas non plus. Enfin, il y avait des timbres poste, ça existait quand même. Ou les téléphones aussi, ça existait. Enfin, ils auraient au moins pu envoyer un petit message d'amitié ou de respect ou de politesse, enfin simplement pour dire « Cher monsieur, par l'intermédiaire de Vincent, nous nanana ». Rien du tout. Ils ont encaissé le chèque. Ils n'ont plus jamais donné aucune nouvelle à Romaric Lescure, qui au bout de 6 mois, n'ayant aucune nouvelle, non pas de ses 200 000 francs, parce que je crois qu'il n'était pas à 200 000 francs près, et je répète, il était milliardaire, donc c'était pas le côté argent, mais c'était le côté, comme tous les provinciaux un peu nouveaux riches, il rêvait de rencontrer des gens de cinéma. Or, c'eût été très facile de la part de Farge, surtout de Farge qui fricotait avec des fausses blondes ou des vraies blondes, d'organiser un petit dîner avec Romaric Lescure dans un restaurant à la mode et de lui présenter 2-3 actrices stupides et ça aurait mis de l'huile dans les rouages et ils auraient gardé un financier sous la main. Ce qui prouve qu'ils étaient encore plus bêtes que moi. Voilà l'histoire de la SEB, les 200 000 francs. Alors tout ça pour dire que on a été bien bêtes parce qu'on s'est privé de la poule aux œufs d'or. Enfin, il eût été sans doute possible, non pas de lui repiquer 200 000 francs. Si c'était ça l'état d'esprit de Farge et Barra, c'est pas étonnant qu'ils aient fait les culbutes. Non, il eût été possible d'envisager une collaboration avec un financier qui avait de la liquidité et qui aurait pu permettre peut-être de commencer à éponger les dettes du Fleischer, et puis de recommencer une structure de production sur des bases un peu plus saines. Voilà. Donc, morale de l'histoire, j'étais peut-être pas si nul que ça financièrement, mais j'étais un peu trop
fiero. J'ai été un peu trop fiero parce que c'était la première fois qu'on me faisait un chèque aussi facilement en fin de repas. Mais ça, c'est des trucs qu'on analyse après coup. Voilà la scène. Et alors, depuis ce temps-là, le pauvre Romaric Lescure, j'en entends un tout petit peu parler puisque je garde des liens avec ses cousins qui habitent toujours sur Longers. Ben, ce sont des gens qui, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu, comme il ne fait rien du tout, il aurait très bien pu investir un peu dans le cinéma, suite était possible. Mais il veut plus jamais entendre parler de cinéma, ça c'est certain. Parce que oui, par exemple, imaginons qu'on ait gardé de très bonnes relations. Il pourrait, dans nos aventures diverses, qui sont là. Des financiers de cet acabit-là, on ne rencontre pas tous les jours. Et puis il pourrait aider aussi la Cinémathèque de Bourgogne. Ben, c'est ce que j'allais dire, oui. Mais je sais aux États-Unis, ces institutions-là sont aidées par des gens comme ça. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. D'autant plus que la SEB étant une institution bourguignonne, il y aura une espèce de connivence. Mais quand même, là, c'est en dehors de ça, mais je reviens à l'histoire de la Cinémathèque. Mais l'histoire du site où il y a, toi, un blog, c'est quand même pas mal aussi. Ça relie, si tu veux, la Cinémathèque, qui pour plein de gens, c'est quelque chose de vieux, avec la réalité même d'aujourd'hui du cinéma, parce que toi, tu écris régulièrement, tu vois. Ça, c'est bien, non, mais c'est bien qu'ils aient fait ça sur leur site, tu vois. Avec tes cinématons. Aussi, moi, en plus, oui, non, mais ça, je trouve ça bien, si tu veux. Si ça les relie à l'actualité même d'aujourd'hui, quoi. Comme dirait le chroniqueur, je ne sais plus comment il s'appelle, Philippe Meyer, ça n'est pas pour me vanter, mais sous-entendu, si, c'est une figure de prétérition. Ça n'est pas pour me vanter, mais si précisément, je trouve que leur site, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Non, mais c'est bien, parce que, oui. Tu vois, non, parce que par exemple, c'est facile de dire oui, un cinématon par semaine, tout ça, mais il n'y a aucun site au monde qui le fait. Non, c'est bien. Tu vois, même la Cinémathèque française pourrait le faire, il y a des dizaines d'institutions qui pourraient le faire, elles ne le font pas. Par contre, les seuls qui l'ont fait, c'est eux. Mais on disait tout à l'heure, tu sais que c'était des enfants de... je ne sais plus comment dire, c'était des enfants de Coppola, enfin des gens qui avaient des goûts de 15-25 ans. Ils sont aussi des enfants d'Internet, c'est-à-dire que ils sont beaucoup plus à l'aise, c'est-à-dire qu'il manque un peu d'argent. S'ils avaient plus, ils pourraient développer plus, oui, ce sont des gens qui sont très à l'aise sur Internet. Et à mon avis, c'est leur outil. Cet outil-là leur est beaucoup plus familier. Ils ont inventé des trucs sur leur site. Parce que tu sais, les cinématons, c'est-à-dire chaque semaine il y a un nouveau cinématon, mais les anciens restent sur le site. Ton cinématon, il va être là toute l'année. Enfin, je ne sais pas si tu le sais, mais les anciens. Je ne savais pas, juste. Ah si. C'est-à-dire en page d'accueil, il y a le cinématon de la semaine. La suite. Et après, il y a tous les anciens. Il y en a encore, tu vois, il y en a 4 ou 5 anciens. Ils sont dans une autre rubrique. Tu peux aller voir les anciens, celui de Doucher, le tien. Ils sont là toute l'année. Enfin, normalement, l'idéal, c'est de les conserver tout le temps. Tu vois. Disons, le principe, ils sont partis sur une année, 52 cinématons dans l'année, un par semaine, et à la fin de l'année, il y en aura 52 qui seront visibles sur leur site. Ça, c'est intéressant. C'est ça, c'est le principe. En principe, donc, toute proportion gardée, donc, en principe, moi, ma chronique doit durer un an. En un an, je devrais avoir bouclé l'affaire. C'est-à-dire l'affaire, ça va continuer, toi. Le but, c'est que ça ne s'arrête pas. J'en sais rien. Est-ce qu'ils t'ont dit que ça durait qu'un an? Non, pour le moment. Écoute, moi, c'est. Non, je pense pas. On n'en a pas parlé vraiment. Je trahis aucun secret. C'est-à-dire, pour le moment, on a signé un contrat. C'est un contrat qui n'engage. C'est un contrat, quoi. Le contrat, c'est un an. Ça ne veut pas dire qu'on ne re-signera pas. Mais je trouve que c'est bien de se fixer un volume. En d'autres termes, je trouve que j'ai un an pour pondre un bouquin. Je trouve c'est Ah non, parce qu'après vous le sortez en bouquin. Moi j'aimerais bien. Ah oui, d'accord, non, mais évidemment. Non, mais ils sont ok, quoi. C'est ce qu'on a derrière la tête. D'accord. Voilà. Donc comment le Japon est entré dans ta vie? De quelle manière il est entré dans ta vie?
bien avant de rencontrer Tomoko, bien avant, à la Cinémathèque d'Henri Langlois, je découvre sans sous-titres Le héros sacrilège de Mizoguchi. Film en couleur superbe, musique superbe. Je n'ai jamais, je viens d'une famille qui a très peu voyagé. Je n'ai rien lu. Je ne connais absolument pas la culture extra-européenne et je connais même très peu la culture européenne. J'ai 18 ans, 19 ans. Donc je tombe sur le héros sacrilège. J'ai dû vaguement entendre parler de Mizoguchi parce que quand j'arrive à Paris, j'imagine que j'ai dû acheter 2-3 bouquins d'histoire du cinéma. Donc je pense que je dois savoir qu'il y a un cinéma extra-européen. Il n'y a pas que Bergman et Losé dans la vie. Mais enfin, et là, de la même manière que si tu as le film en tête, le héros sacrilège, le jeune héros qui est un iconoclaste à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il veut briser les icônes, il veut briser le miroir sacré avec sa flèche, et il est tellement surpris de sa propre audace quand la flèche se fiche au milieu du miroir. Il est tellement surpris de sa propre audace qu'il en tombe le cul par terre. Au sens strict, c'est-à-dire c'est très japonais, hein, tomber le cul par terre, ça veut dire retrouver son assiette. Et ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire quand j'ai vu ce film-là, auquel j'ai évidemment rien compris, parce que c'est une histoire de clans et de sous-clans et de rivalité entre d'autres clans. C'est-à-dire l'histoire, même maintenant que je connais le film par cœur, j'ai toujours du mal à comprendre l'histoire, parce que ça fait aussi référence à une période extrêmement particulière de l'histoire du Japon, où l'empereur n'est pas le personnage principal, mais ce sont des seigneurs locaux, etc., etc., etc. Donc, évidemment, je ne comprends rien à l'histoire, mais je tombe le cul par terre à la Cinémathèque Langlois, parce que je découvre d'abord la musique d'une langue, plutôt, oui, puisque je comprends la musique. Je répète, j'insiste très lourdement là-dessus. C'était très important, je rends grâce à Henri Langlois, hein, c'était pas sous-titré. Et donc je pense que c'est l'absence de sous-titres qui m'a projeté, plus violemment dans l'univers du Japon. Alors j'ai revu 40 fois, j'ai revu plein de fois le héros sacrilège, donc première rencontre avec le Japon. Inévitablement, je continue de parler du héros sacrilège. Je découvre un autre type de beauté. J'ai 19 ans à peu près, donc depuis quelques années, évidemment ma libido me travaille, donc je suis attiré par les personnes du sexe opposé, qui sont en général des femmes blanches. Et là, tout à coup, je découvre un autre type de beauté, et qui me sidère. Une beauté, comment l'appeler, une beauté extra-européenne, oui, une beauté, non européenne, une beauté asiatique, une beauté, d'autres canons de la beauté. Donc évidemment, ma libido, instinctivement, petit à petit, s'oriente vers l'Extrême-Orient. Et puis, parallèlement à ça, je me perfectionne en mélomanie, parce que je ne suis pas vraiment musicien, je suis plus mélomane que musicien, c'est-à-dire que ma culture musicale commence à s'élargir, et grâce à Olivier Messiaen, je rencontre à peu près au même moment la musique extra-européenne, c'est-à-dire la musique japonaise, en particulier la musique japonaise. Et voilà, donc en l'espace de 1 an ou 2, c'est-à-dire en gros l'arrivée à Paris, mais je crois que ça c'est l'expérience qu'on a tous fait, nous les petits provinciaux qui débarquons à Paris, nos premières années, après les années de province, et puis moi surtout de Selonger, c'est-à-dire que c'était vraiment très 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 clos, et vraiment on n'avait aucun appel d'air.
Et là, tout à coup, Toum tombe dessus, et en particulier l'appel du large, hein, l'appel de l'Orient. Alors, Mizoguchi et la musique japonaise par l'intermédiaire d'Olivier Messiaen. Voilà. Et puis alors, petit à petit, j'apprends petit à petit l'importance de Mizoguchi grâce à Jean-Marie Straub à ce moment-là. Quand je commence à faire la connaissance de Jean-Marie Straub, j'apprends ce que j'ignorais. Ce que j'ignorais. J'apprends que pour Jean-Marie Straub et pour d'autres, pour certains, c'est le cinéaste capital. Donc j'apprends à le voir, non plus avec les yeux d'un provincial enamouré qui découvre un guide touristique, hein, parce qu'il y avait un peu de ça quand même au début, mais j'apprends à voir Mizoguchi avec l'œil d'un amoureux du cinéma, où j'apprends à voir aussi en quoi Mizoguchi n'est pas que japonais, parce que ça serait le réduire à un exotisme de pacotille, mais j'apprends maintenant, après, aussi à voir en quoi Mizoguchi, plus que japonais, est un très grand cinéaste. Et puis... il faut pas, c'est pas la peine, à l'âge qu'on a, c'est pas la peine de cacher les choses. La libido n'étant pas ensommeillée, loin de là, tout ce que je retire de japanité au cinéma de Mizoguchi, je dis Mizoguchi comme un terme génériquement, parce que c'est le plus grand. Hein. Tout ce que je retire de japanité à Mizoguchi se réinvestit d'autant plus vivement dans le désir des femmes. Voilà. Et tout à coup, petit à petit, non, c'est pas tout à coup, c'est petit à petit, le désir sexuel fou, exigeant, impérieux, aigu, m'attire, m'appelle, à la fois par des fantasmes masturbatoires, à la fois par des rêveries d'écriture, à la fois par uniquement pas des rêveries d'écriture, mais puisque j'en écris même un roman qui se passe en Chine. Donc, toute une fantasmatique sexuelle et sexuée me canalise de plus en plus vers l'Extrême-Orient et je dis pas, et ou le Japon. Voilà, l'Extrême-Orient et ou le Japon. Jusqu'au jour où je mets en accord mes désirs et la réalité, et je fais enfin la rencontre de celle qui comblera mes vœux. Voilà, en gros ce que je peux. Enfin, voilà résumé à grands traits mes rapports avec le Japon. Mais là, tu parles de Mizoguchi, mais il y a aussi peut-être d'autres cinéastes japonais qui t'ont frappé. Oui, après, il y en a eu même au même moment, peut-être même avant Mizoguchi, parce que Mizoguchi, il n'était pas si facile que ça à voir. Il fallait, alors qu'il y avait un cinéaste qui était, rappelle-toi, qui était très à la mode. Oui, je crois que c'est pas péjoratif de dire à la mode. C'est-à-dire qu'il était facile à voir dans les années 60, fin 60, début 70. C'était Yoshishige Yoshida. Eros plus Massacre, Aveu, théorie, actrice. Voilà. Et ça, alors pareil, il avait des actrices superbes qui étaient toujours à poil. Alors, moi, j'étais au paradis, quoi. N'oublie pas qu'à l'époque, quand je dis Mizoguchi, c'est parce que personne ne parlait, on ne parlait pas encore d'Ozu, et on parlait encore moins de Naruse. Et puis, quant à Kurosawa, comme j'étais bête et discipliné, que je suivais les cahiers du cinéma, pour moi, d'ailleurs j'avoue que maintenant je suis un peu plus libre, mais je le pense quand même. Kurosawa pour moi c'était quand même un cinéaste un peu américain. Il était un peu trop américain, je le trouvais
Enfin, surtout par son découpage. Par ses cadrages et ses découpages, il était quand même très américain. Yoshishige Yoshida, et il y avait aussi, bien sûr, Oshima. Bah, évidemment Oshima, ouais, bien sûr. Évidemment Oshima, ouais. Et puis il y avait aussi un autre metteur en scène dont je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, qui s'appelait Suzumu Ani. Et si mes souvenirs sont bons, à vérifier, hein, si mes souvenirs sont bons, Suzumu Ani, c'était une espèce de Truffaut japonais, tu vois, un peu plus... Oshima et Yoshishige Yoshida, c'était quand même... ils étaient plus du côté Godard, enfin ça, c'était plutôt des purs et durs. Hein, non, Suzumu Ani, il était plus du côté de la petite japonaise en petite jupette, quoi. Il était plus tendre. Je crois. Est-ce que tu te souviens d'un film à sketch qui s'appelait L'amour à 20 ans? Oui. Où il y avait un Truffaut. Oui. Il y avait. Alors qui étaient les autres? Je connais que le film de Truffaut. Voilà. Bon, et donc il y avait un cinéaste japonais. Et ben je crois que c'était lui. Je crois que c'était un film de Suzumu Ani. Et alors, à partir de quand ou quand est-ce que tu es allé au Japon pour la première fois? On va très tard. Juste après mon mariage, c'est-à-dire je me suis marié à 50 ans, c'est-à-dire que dans les 2 mois qui ont suivi, nous sommes mariés le 18 septembre 2000 et je découvre le Japon en novembre 2000. Donc il m'a fallu 50 ans, enfin pas 50 ans, moins 19, il m'a fallu 30 ans. Il m'a fallu 30 ans pour... Bon, est-ce que 30 ans j'exagère un peu, parce qu'à 20 ans je peux pas dire quand même le Japon n'était pas non plus une obsession. Mais l'Extrême-Orient est devenu une obsession à partir du moment où j'ai écrit La Chinoise orpheline, c'est-à-dire 36, 36, oui, j'ai mis une bonne quinzaine d'années à prendre l'avion. Mais oui. Et sans la rencontre avec Tomoko, je pense que je ne serais jamais allé au Japon, c'est certainement. Quand tu es allé au Japon, donc, tu as pu mettre de la réalité sur ton rêve. Parce que tu avais une image du Japon qui n'était qu'une reproduction de la réalité. Oui. Et je n'ai pas été déçu du voyage parce que j'ai trouvé les filles encore plus belles que dans mes fantasmes. C'est-à-dire que n'oublie pas que j'ai quand même 50 ans, maintenant j'en ai 60. Donc je fais du présent, ce qu'on appelle en grammaire, je sais pas, ça s'appelle du présent historique. Hein. J'ai donc 50 ans quand je débarque au Japon. Et donc forcément la libido d'un homme de 50 ans n'est plus la libido d'un jeune homme de 20 ans. Mais j'ai un coup de fouet là. J'ai un coup de fouet. La fantasmatique se remet en marche. Donc, pour reprendre ton expression, le rêve correspond à la réalité, ou la réalité correspond au rêve plutôt. La réalité rejoint le rêve. La réalité réactive le rêve, ouais. Ouais. Ah oui. Ah ça, très nettement. Sur ce point-là, oui. Sur ce point-là, oui. Et est-ce que Mizoguchi, pour toi, est le cinéaste le plus japonais? Des cinéastes que tu connais, évidemment. Ah oui, mais alors ça c'est une question à double sens, parce que je ne crois pas. Alors, mais je vais essayer de... parce que, précisément, si... Encore faut-il s'entendre, il faut bien s'entendre sur les mots. Ce que j'entends dans ta question, c'est le cinéaste qui décrit le mieux pour un étranger ce qui est le Japon. Non. Non, en d'autres termes, Mizoguchi n'est pas un cinéaste d'exportation. En revanche, si j'entends ta question, peut-être qu'il ne faut pas entendre ta question comme ça, mais du moins pour le moment, je vais l'entendre comme telle. Alors, si j'entends ta question comme telle, je dirais, pour moi, le plus japonais des cinéastes, c'est Ozu. Alors évidemment, je vais avoir un mais c'est un mais de quoi,
un peu prétentieux, parce que de quoi je me mêle, après tout, le pauvre vieux, Ozu, c'est pas... Mais j'ai souvent le sentiment que Ozu fait des films pour l'exportation. Ce qui n'est jamais le cas de Mizoguchi. Et en d'autres termes, je dirais, de la même manière que Bergman est terriblement suédois, ou disons terriblement scandinave, de la même manière, Godard parle à l'univers. Enfin, non, Godard, il est très suisse. Hein. Ah, je ne suis pas d'accord. Non, parce que, par exemple, justement, l'intérêt de gens comme Bergman, qui parlent d'un tout petit territoire et que ça devient universel, ou Fellini, c'est la même chose. Il parle de Rimini, mais en même temps, c'est universel. On se comprend. Mais du territoire suisse, il passe à l'univers. Bon, très bien. C'est exactement ça. Idem pour Mizoguchi. Alors la différence, c'est que Ozu, à la différence de ces cinéastes-là qu'on vient de citer, c'est que dans ses films, il fait une confrontation entre le Japon et l'Occident. C'est-à-dire dans tous ses films, il y a une opposition entre les deux. Tu parles de Ozu. Je parle d'Ozu. Oui. Ce qui est très particulier, parce que par exemple, Bergman, il s'intéresse qu'à son île Faro, tu vois, Fellini s'intéresse à Rome et Rimini, tu vois. Là, c'est très particulier, c'est encore un autre concept. C'est encore un autre concept, c'est vrai. Mais alors à ce moment-là, je continue de te suivre, enfin Enfin, c'est l'opposition dans les films d'Ozu entre le saké et le whisky, dans les films d'Ozu. Ah ben non. Alors ça, alors là, objection, votre honneur. Étant un ivrogne devant l'éternel, je peux t'affirmer que ça c'est typiquement japonais. C'est-à-dire que les Japonais, ils sont absolument, ils ont les deux mamelles de l'alcoolique japonais, c'est le saké et le whisky. Alors là, c'est typiquement japonais. Ah ouais. Et ça, c'est pas du tout une opposition Orient-Occident, c'est une description objective de l'ivrogne, pas de l'ivrogne, du japonais moyen, qui, en général, boit du whisky tous les jours et réserve le saké pour les cérémonies familiales. Le saké n'est pas du tout la boisson des ivrognes, enfin pas des ivrognes, parce qu'on boit énormément au Japon, c'est-à-dire la boisson de ceux qui boivent au Japon, c'est le whisky, c'est la boisson nationale. Je te signale que tu sais, pour une raison extrêmement simple, toi qui aimes la géographie, je pense que tu vas comprendre pourquoi très vite. Il y a une des meilleures eaux du monde au Japon, pays volcanique, l'eau. Hein, tu sais très bien qu'il y a les bains chauds, ce qu'on appelle les onsen. Enfin, donc le Japon est réputé pour avoir une des meilleures eaux du monde, avec une très bonne eau, on fait du très bon whisky. Il y a beaucoup de buveurs de whisky j'ai appris par Tomoko qui revient de Paris, il y a une nouvelle maison de whisky près d'Odéon, là où on habitait. Ils ont donc beaucoup de whisky écossais, des whisky irlandais, et du whisky japonais. Les connaisseurs, bon bref, parenthèse fermée sur le whisky, mais ça n'est pas uniquement la description d'un conflit Orient-Occident. En revanche, pour continuer sur ta question, alors si on était d'accord, parce que, oublions le whisky un peu, ton objection reste vraie quand même sur Ozu. Alors, si on poursuivait sur ta question, quel serait le cinéaste le plus japonais, alors à ce moment-là, il faudrait dire Naruse. À ce moment-là, il faudrait dire Naruse parce que il semblerait, mais c'est que ce soit quoique dans Ozu, on le voit aussi beaucoup, il semblerait qu'avec Naruse, c'est là où on voit le plus l'obligation. Tu sais ce qui arrivait à nos grands-mères en Occident, enfin c'est moins. Tu sais ce qu'on appelle les mariages arrangés. Enfin, tu sais, toutes nos grands-mères ou arrière-grands-mères, elles se mariaient non pas parce qu'elles tombaient amoureuses, c'est parce que telle famille avait décidé de s'allier avec telle autre famille. Parce qu'il fallait garder quelques biens, ou parce que les deux familles s'entendaient bien, ou parce qu'elles étaient proches l'une de l'autre, pour des raisons X, Y, Z. Donc, mais ça ne faisait pas forcément des mauvais mariages, ça ne faisait pas forcément des mauvais couples,
et ça faisait pas forcément des frustrations. Et puis, je te signale que ça a fonctionné comme ça pendant des millénaires. Hein. Ça a fonctionné comme ça pendant des millénaires. Jusqu'à il y a 50 ans, ça fonctionnait Mes comme parents ça. se sont mariés comme ça. Alors, remarque, tu vois, quand on voit le résultat, on se dit qu'il vaudrait mieux que ça. Parenthèse fermée, c'est une autre histoire. Donc, Narusé, il parle beaucoup de ça. Il parle de... Alors, est-ce que ça serait ça non. Puis bon, maintenant, à moi tout. Qu'est-ce que tu entends par le plus japonais des cinéastes, voilà. Celui qui représente le mieux l'âme du Japon. Ben, c'est une question de... La question est très difficile parce que si tu me posais la question le cinéaste français qui représente l'âme de la France. On dirait Renoir. C'est très difficile à dire. Ouais. Au niveau chanteur, je dirais Charles Trenet peut-être, ouais. Mais au niveau du cinéma, c'est extrêmement difficile. Ouais. Moi, j'avoue que là, je vais faire un tout petit peu perroquet et langue de bois, mais pour une fois, je trouve que Straub n'a pas tout à fait tort quand même, quand il dit que Mizoguchi, c'est surtout un cinéaste politique. Et je pense que là, quand même... Là, alors, Japon, pas Japon, ça, je ne sais pas. Mais après tout, on découvre, oui. En revanche, que je... Ah, j'ai quand même envie de te répondre oui, quand même, il me semble. Tu sais, oui, ta question est tellement difficile que je tourne autour du pot, mais tu sais, on avait parlé de ça. Alors, je pense qu'avec un bon verre de whisky, tu arriverais à répondre. De whisky et japonais. Non mais maintenant je me réfugie derrière l'empereur, mais c'est-à-dire derrière les faits, derrière. C'est le seul cinéaste qui a eu droit à une stèle officielle de l'empereur. C'est Mizoguchi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il... Voilà. Mais... Oui, là, le plus japonais. Là, tu m'as posé une très jolie colle, oui. Le plus japonais. Non, la seule chose que je puisse te dire, c'est revenir au point de départ, c'est-à-dire, c'est par l'intermédiaire de Mizoguchi que j'ai découvert le déplacement... Voilà, le déplacement du corps dans l'espace, voilà, parce qu'ils ont quand même ça. La première fois que tu vois un film japonais, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a surtout l'intonation, hein, il y a une scansion, surtout de la part des acteurs masculins. Hein, il y a une scansion heurtée qui dit mais pourquoi il est toujours en colère? Mais non, il n'est pas en colère du tout. C'est une autre scansion que notre scansion naturaliste dont on a l'habitude dans le cinéma occidental. Alors, je vais inverser la question. Ouais. Dans les cinéastes, je dirais, européens, quel est le plus japonais? Quel est le plus japonais? Oui. Sans l'ombre d'un doute, mais sans l'ombre d'une hésitation, c'est Straub. Explication. D'abord, je vais te donner l'explication, mais d'abord, je vais te donner les faits. Après, je dirai la cause. Mais je vais comme par hasard, c'est un cinéaste. Comme par hasard, c'est un cinéaste qui paraît-il, est très très difficile à voir pour un public occidental. Au Japon, ils appellent ça comme une glace à la crème. Pas comprendre. Et ben voilà. C'est parce que... Alors, l'explication, elle est très simple. Parce que les Japonais sont des êtres extrêmement sensuels. Et que le cinéma de Jean-Marie Straub est un cinéma extrêmement sensuel. Encore faut-il savoir ouvrir les yeux et les oreilles. Oui, alors là, tu as raison, mais il y a d'autres cinéastes extrêmement sensuels qui n'ont pas ce succès au Japon. Succès, il ne faut pas exagérer, mais... D'estime, en tout cas. Oui, d'estime, oui. Quand je pense qu'il y a Oui, ben... Oui, il y a d'autres cinémas... Oui, mais enfin, ce qui m'a frappé, et je crois qu'on en avait parlé une fois, ce qui m'a frappé, c'est que la ghettoisation, hein, le ghetto Straub, qui est le sien en France, au Japon, il est fêté
il est fêté comme un des très grands cinéastes. Il est fêté à l'instar de Godard, de tous les grands cinéastes qu'on connaît. Il est à l'instar de tous les grands cinéastes qu'on aime, de Jean Eustache à Maurice Pialat, de Jean-Luc Godard à Marguerite Duras, enfin, de ces cinéastes extrêmement, les meilleurs cinéastes qu'on ait eus en Europe. Et puis, je pense qu'il y a aussi une chose, c'est par rapport à la langue. De la même manière que Jean-Marie Straub le dit toujours à tous ses publics, c'est-à-dire quand il fait ces fameux débats d'après projection, ou quand il fait ses présentations avant projection. Il le dit, ça fait donc plus de 50 ans maintenant qu'il répète la même chose, manifestement les gens veulent pas entendre. Il dit, mais ne vous accrochez pas aux sous-titres, ne vous accrochez pas forcément au sens des mots. Laissez-vous bercer par la musique des mots, attrapez au vol un mot de temps en temps, essayez de mettre en relation une image et un mot. Ne cherchez pas à trouver une signification. Laissez-vous bercer par le rythme, pas bercer non, bercer ça c'est pas un mot trop bien, mais laissez-vous guider, je crois que c'est pas le mot non plus. Laissez-vous porter comme une feuille sur le courant. Laissez-vous porter par le rapport contradictoire ou non entre les images et les mots. Voilà. Et ça, c'est une attitude typiquement japonaise. Enfin, c'est pas une attitude. Mais ça, le japonais moyen sait le faire d'une manière beaucoup plus instinctive. En d'autres termes, pour parler, on va reprendre les termes de, tu sais, comme on parlait, comme Noguez et moi on parlait dans les années 70, là, dans nos belles années de terrorisme théoricien. En France, on est victime de la tyrannie du signifiant. Alors que un mot n'est pas forcément signifiant. C'est-à-dire un signifiant, ça veut dire qu'il y aura un sens et un son. Mais non, un mot, ça peut être aussi un son lié à une couleur, un geste, un silence. Et puis alors, il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure quand j'ai découvert là, le rythme, la profération verbale des acteurs japonais. C'est ça, c'est la conscience, c'est-à-dire un rythme peut avoir un sens indépendamment du sens des mots. Le rythme, c'est-à-dire c'est musical. Cette mise en corps des mots, hein, cette façon que le corps a de mettre en espace les mots, évidemment qu'on est dans la musique. Par exemple, quand on va au concert ou à l'opéra et qu'il y a par exemple un lead, hein, on dit une mélodie ou un lead, Fauré appelait ça des chansons, la chanson perpétuelle c'est cette chanson, ou quand on va à l'opéra, on n'est pas forcé de comprendre les mots, mais après tout, maintenant à l'Opéra Bastille, ils mettent des surtitres parce que les gens ils veulent rien perdre. Alors ils passent leur temps à regarder les surtitres en haut de la scène, et ils regardent rien. Ils voient juste « Oh mon amour, je t'aime, moi je ne t'aime plus, je vais te tuer. Iago arrive, Othello, barre-toi, prends ton mouchoir, Desdémone, je ne t'aime plus, etc. etc. » Alors ils regardent ça, pendant ce temps-là, ils voient rien de ce qui se passe sur scène, c'est ridicule. Bon voilà, on a... Bon, bref. Non, mais c'est ça le cinéma, quoi. C'est ça, c'est. Et autre chose. Une expérience japonaise quand même là qui m'a beaucoup marqué. Et on reste, je fais pas du coq à l'âne. On reste dans l'idée musique. Musique, ça veut pas forcément dire musique au sens institution musicale. Concert du dimanche après-midi à la salle Pléiade. Non.
Musique, c'est un mot générique et général. Les Japonais, la langue japonaise est tellement musicale, le rythme, que de la même manière qu'ils sont capables d'intégrer Straub comme un cinéaste qui n'offre pas de difficultés majeures, de la même manière, en Occident, tu vois, ce qu'on appelle la musique contemporaine. Moi, j'ai pas mal d'amis quelques amis qui font de la musique dite contemporaine. La musique contemporaine, ça veut dire de la musique post-boulesienne. Ça veut dire que c'est une musique qui est affranchie de tous les codes de la tonalité classique. En général, ils ont 50 auditeurs. Hein. Les concerts, les salles sont vides. Bon. Je suis allé voir, je suis allé entendre, enfin voir et entendre, des concerts de musique dite contemporaine, parce que tout ça c'est des étoiles jaunes, hein, musique contemporaine, cinéaste d'avant-garde, Super 8, on en a parlé l'autre fois, bon bref, mais des étiquettes, bon bref. Je suis allé au Japon, mais les salles, c'était au Tokyo Opera City, il y a une salle de 2000 places, c'était plein, avec un public d'un respect absolu. En France, le public est clairsemé et siffle au bout de 10 minutes. Non, j'ai aimé le Japon pour ça, pour curiosité, respect. Il y a des aspects extrêmement désagréables au Japon, je les cache pas, c'est l'attitude qu'on appelle les salarymen. Les salarymen, ce sont les hommes en costume cravate qui vont travailler tous les matins, qui se lèvent très tôt. Ils habitent dans une très lointaine banlieue à 5 heures, ils ont 2 heures de métro et ils vont dans le centre de Tokyo pour travailler dans les ministères. Ça, c'est des brutes. Ça, c'est des belles brutes, oui. Ça, c'est le mauvais côté du Japon, ça. Ça, c'est des... On voit bien, on voit comment l'empereur a pu fédérer une armée amis des hitlériens. Il y a encore tout un aspect de la masculinité au Japon mais n'oublie pas que moi je ne t'ai parlé que du côté de la féminité. Il n'y a que ça qui m'a intéressé au Japon. Mais d'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai été fêté comme un petit duc, un petit roi, un petit Bouddha, un petit pacha, parce que justement je ne m'intéressais qu'aux filles, quoi. Parce que les femmes japonaises ont tellement peu l'habitude d'être respectées, honorées. Toi, le salaryman moyen japonais, c'est un type qui rentre crevé à 10 heures du soir, après, retournant, il est crevé, il a refait ses 2 heures de métro, et il rentre, il bouscule sa femme, il dit même pas bonjour, il dit pas bonsoir, il va se coucher le lendemain. La table il mange sa soupe à toute allure, etc. Voilà, ça c'est ça le salaryman. Mais je crois que c'est en voie de disparition, parce que la jeunesse, c'est en voie de disparition, ça c'est la... Ah bon, tu penses? Oui. Parce que le capitalisme n'est pas en voie de disparition, quand même. Non, voilà. Mais la nouvelle génération que j'ai un peu rencontrée au Japon, c'est-à-dire précisément ces jeunes gens qui allaient voir les films de Straub dans les universités, eux, ils sont très loin de ça. Et puis, il y a une drôle de révolution sexuelle au Japon. On en voit un peu des échos, là, tu sais, dans les émissions de télévision, là, on voit les filles qui se déguisent en Mickey. Là. Ça c'est le côté très, très folklore. En revanche, justement, ça c'est le retour de boomerang de ces salarymen dont je te parle, c'est que la jeunesse masculine japonaise a tendance à se féminiser. D'ailleurs, ça se sent beaucoup, on le voit très bien par exemple dans un film que je trouve ni bon ni mauvais, mais qui à mon avis, qui l'exprime très bien, c'est le film de Shima qui s'appelle Tabou. Il y a cette homosexualité latente au Japon, elle est inévitable. Elle est inévitable précisément à cause de cette hyper... c'est viriloïde. Parce que c'est même pas viril, c'est viriloïde. Au sens psychoïde, au sens pathologique. Et inévitablement, ça induit une homosexualité de self-défense, en quelque sorte. Il y a énormément de jeunes gens
qui sont, sinon, le passage à l'acte, ça m'indiffère, mais qui sont dans leurs attitudes extrêmement efféminées, justement, pour ne pas ressembler à cette caricature d'homme. Et en revanche, le cinéaste, alors, mes dernières expériences du Japon, en revanche, là c'est ça qui m'a ouvert les yeux, parce que j'étais totalement victime victime de quoi? Je crois que tout simplement de la publicité, parce que je lisais même plus les cahiers du cinéma à l'époque. J'imaginais, avant de partir au Japon, je croyais, bêtement, tout simplement parce que j'étais bête, enfin je le suis toujours, mais pas moins sur ce point-là, que Kitano Takeshi, on dit le nom d'abord et le prénom ensuite, Takeshi Kitano à l'occidental, et Kitano Takeshi, je croyais que c'était un bon cinéaste. Oui, j'ai un tout petit peu appris, non pas à le connaître personnellement, j'ai jamais rencontré, mais à voir un tout petit peu qui il était dans son univers japonais, je me suis rendu compte que c'était vraiment un sombre crétin. Et que depuis, tu connais un peu ce film, tu n'as rien loupé. Non, ce qui m'a le plus plu au Japon, vraiment le plus plu, c'était je suis insomniaque, j'habitais dans une mégalopole, je suis insomniaque et alcoolique, donc tu vois ce que ça peut donner, ça veut dire que ça pouvait m'arriver de tituber, mais tituber au sens strict du terme, tituber, non pas de fatigue, enfin de fatigue et d'alcool à 4h du matin dans les rues de Tokyo. Je n'ai jamais eu aucun emmerdement. Jamais. De temps en temps, il y avait un flic qui me disait tout va bien? Everything is okay, mister? De temps en temps, il parlait anglais, très peu. Ça, c'est l'aspect autodépréciatif. Maintenant, un aspect un peu plus élégant. Quand je me levais très tôt le matin et que je marchais le long de la rivière, mais très tôt, ça veut dire 4h du matin. En été, il fait jour très tôt. Et moi, je ne fais pas de jogging, mais il y avait beaucoup de joggeurs comme ça le long de la Sumida, c'est le grand fleuve qui traverse Tokyo. Et donc, le long des berges, comme ça, et tout le monde se dit bonjour. Et ça, tu parlais de la Suisse tout à l'heure. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé en Suisse, mais quand j'allais marcher en Suisse, quand sur les chemins, on croisait des marcheurs, en Suisse allemande, on disait « Grüß Gott ». Bon, Grüß Gott, Dieu vous garde, quoi. Grüß Gott. Je ne sais pas s'ils le disent, s'ils le font encore. Mais voilà. Moi, l'occidental, comme ça, alors c'est « Ohayo gozaimasu »,« Ohayo gozaimasu ». Et 100 fois dans la matinée, tu as des gens qui te disent, en s'inclinant légèrement, « Ohayo gozaimasu ». Moi, je trouve ça merveilleux. Ça, c'est mes plus beaux souvenirs. Ça. Et puis alors le dernier souvenir, toujours lié à la Sumida et à mes pérégrinations matinales, j'ai eu la chance, je crois que je ne sais plus si on en a parlé, d'habiter en face de la maison du poète Bashō. Et j'étais pas malheureux. Non, en d'autres termes, non, je pense que les 2 ans que j'ai passés au Japon, c'est vraiment de 2 très belles années. Le poète Bashō, tu sais, c'est un... B-A-S-H-O, accent circonflexe. Bravo. Parce que l'accent circonflexe vient du fait que, bien que le japonais ne soit pas une langue à ton, hein, le chinois est une langue à ton, mais pas le japonais, mais en revanche, il y a quand même, ça se rapprocherait un tout petit peu plus de ce qu'on appelle les diphtongues en anglais. L'accent circonflexe, c'est pour allonger un petit peu le haut.
Ben je crois qu'il n'y a pas de meilleur. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple. Si on dit, je crois que Basho, c'est vraiment le ronsard, c'est le ronsard japonais. À la charnière de deux époques, hein, Ronsard inventant une langue moderne, inventant des poèmes prosaïques, hein, sortant de la, inventant des poèmes, enfin, je veux dire personnels plutôt, pardon, hein, inventant la poésie personnelle. La comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, parce que l'histoire littéraire n'est pas comparable, mais comme dit l'autre, il faut toujours comparer ce qui n'est pas comparable. Est-ce que le siècle est le même? J'en suis pas persuadé. Oh, ça doit à peu près correspondre. 16e siècle, oui, ça doit être pareil, ça doit correspondre en plus. Oui. Non, puisqu'en plus, au Japon, j'ai fait l'expérience. Comme tu le sais, à Paris, j'habitais dans un quartier assez chic et très surfait, très superficiel, qui ne vit que par le nom, enfin, par une réputation de pacotille, qui est Saint-Germain-des-Prés, mais qui veut strictement rien dire. Et là, au Japon, pour des raisons strictement financières, évidemment, j'ai fait l'expérience de la lointaine banlieue et d'une cohabitation avec des gens extrêmement pauvres. Je ne sais pas comment j'aurais vécu ce déclassement-là, comment je l'aurais vécu en France, mais au Japon, je l'ai très bien vécu. Voilà. Sans doute parce que il y a une attention à l'autre au Japon qui par exemple, il y a une chose, il y a deux choses encore sur le Japon. Il y a assez peu de, contrairement il y a assez peu de maisons de vieux. Enfin, il y en a beaucoup, bien sûr, parce que la population est très très vieillissante. Mais proportionnellement, la plupart, presque tout le temps, quand ils le peuvent, les vieilles personnes vivent chez les enfants, hein, jusqu'au bout. Bien sûr, il peut y avoir des décès, et puis il y a forcément, bien sûr, il y a des maisons de retraite pour les vieux. Mais ça fait partie de la tradition de garder. Voilà. En France, ça se fait quand même assez peu maintenant, de moins en moins. Ça existait jusqu'aux années 60. C'est ça, on parle bien de la même chose. Mais de toute façon, tu sais, plus on va discuter ensemble, même hors caméra, plus on reviendra toujours là-dessus. Il y a eu de toute façon une coupure existentialo-métaphysique, je ne sais pas comment l'appeler, sociologico-politico, sexuello, tout ce que tu veux, mais qui est quand même extrêmement frappante. Ce qui a tout changé, c'est les 30 Glorieuses. Voilà. C'est notre entrée dans la modernité. Dans la prétendue modernité. Et on voit le résultat aujourd'hui. C'est-à-dire que après ces décennies de modernité, c'est une sorte de no man's land à tous les niveaux, de l'éducation, tout. De l'université, tout. Pédagogique, exactement. Alors ça, moi j'en sais rien. Là je fais de la philosophie de bistrot. Parce que précisément, je suis absolument incapable d'y répondre. Est-ce que c'est parce que précisément le japonais est schizophrène, enfin pas schizophrène, mais il est capable d'inventer, je ne sais quoi, la technologie la plus là, mais aussi la femme le samedi soir ou pendant le week-end est en kimono et met de l'encens et a un petit shrine, un petit hôtel personnel dans la maison où elle prie pour les ancêtres, etc. C'est possible. Bah oui, parce que par exemple, dans la société française, pour prendre cet exemple-là, il y a un rejet de la société traditionnelle. Voilà. Alors que ce rejet date d'il y a d'un demi-siècle, c'est récent. Ouais, c'est ça. Toujours la même chose, voilà. Toujours ces mêmes années. Donc, si tu veux, on avait des racines, on les a coupées. Voilà. Donc quand on coupe les racines, on est en train de mourir. Voilà. C'est exactement ce qui arrive. Alors qu'au Japon, visiblement, il n'y a pas ça. Ah non. Et je pense, il y a aussi un autre aspect, mais qui n'est pas contradictoire avec ce que tu viens de dire. Au contraire, c'est pour abonder dans ton sens. C'est que tu sais, en France, mais je parle de la France parce qu'on y est. En France, on a une curieuse conception de la religion, par exemple, exclusive l'une de l'autre. C'est-à-dire, on est soit juif,
soit protestants, soit catholiques, soit musulmans. Hein. Au Japon, je parle de Tomoko, Macharetan, par exemple, mais pas uniquement, on peut être à la fois bouddhiste et shintoïste. Il n'y a pas de contradiction. On peut être les deux, mon général. Et moi, je trouve ça, c'est très bien. Voilà. Et ça, on le paye aussi très très cher, cette espèce d'exclusivisme de croyance. Et je pense qu'à long terme, ça bousille pas mal aussi, ça. C'est dans l'inconscient, c'est le système américain, ça, quelque part. Hein. C'est-à-dire, il y a des communautés séparées. Ouais. C'est pour ça, tu sais, c'est pas du tout pour emmerder mes parents qui sont juifs, mais moi, ça fait au moins 20 ans que je te bassine avec ça. Moi, je te dis, je me sens juif et catholique. Puis maintenant, avec Tomoko, je me sens juif et catholique, et bouddhiste, et shintoïste. Et très bien. Moi, je trouve ça très très bien. Il y a juste un aspect de la... Mais ça, c'est extérieur. Enfin, c'est pas extérieur. C'est la seconde Guerre mondiale. Alors ça, c'est... Je t'arrive faire bottle, comme on dit en allemand. Ils admettront jamais. Ils admettront quand tu sais, au énième whisky, quand je commence à sortir, enfin quand je commençais à sortir, ouais, mais vous étiez les meilleurs copains d'Adolf Hitler, ils refusent de l'admettre. Ça, c'est... Les massacres en Chine, le Premier ministre, de temps en temps, il est obligé, parce qu'ils font des affaires avec les Chinois, donc il est obligé formellement de présenter ses excuses, mais c'est purement formel. Dans le vécu du japonais moyen, il n'y a pas eu de tort. Non, ça. Alors que, tu le sais très bien, enfin, on l'a tous vécu en même temps, la merveilleuse jeunesse allemande, qui dès l'après-guerre, a fait un très gros travail d'auto-analyse pour culpabiliser les parents, hein, et pour sortir Hitler des têtes. Ça a été très très bien fait en Allemagne, ça. Alors au Japon, ils en sont encore loin. Hein. Ça il faut pas non plus l'oublier, ça. Oui. Et d'ailleurs, ça a été très bien perçu, ça a été très bien décrit par Oshima, ça, justement. Ça Oshima l'a bien vu, ça. Oui. Parce que, tu comprends, le japonais a une... J'allais employer un mot horrible que je vais retirer. Je vais le dire pour le retirer immédiatement. Le japonais a une chance énorme. Le mot chance, c'est vraiment du harakiri, hein, ce que je suis en train de faire. Il a une chance énorme, il a eu Hiroshima et Nagasaki. Alors, grâce à Hiroshima et Nagasaki, ça fait écran de fumée, et donc impossible, tu vois, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas traverser Hiroshima et Nagasaki, parce qu'ils en ont pris plein la figure pour parents. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que regarde, en Allemagne, ils ont eu Dresde. Ils ont eu Dresde, oui. Mais symboliquement, alors que Dresde a eu plus de morts à Dresde qu'à... Moins, mais les bombes au phosphore, c'était terrible aussi. Oui, bien sûr. Non, mais... Oui, je sais bien. Mais il n'y a pas le symbole de la bombe atomique. Oui, ce que je comprends, c'était une symbolique. Mais à Dresde, la différence avec le Japon, c'est qu'on ne sait absolument pas combien il y a eu de morts, parce qu'il y avait énormément de réfugiés qui venaient de l'Est, qui étaient refoulés par l'avancée des Soviétiques. Donc il y avait énormément de réfugiés à Dresde, et au moment où ça a été bombardé, il y avait des milliers de gens qui étaient là, mais on ne sait même pas qui c'est, donc on ne sait même pas qui est mort là. Alors qu'au Japon, on sait grosso modo quelles sont les personnes qui ont été tuées. Bon, ça c'est un détail, c'est un détail, mais qui a aussi une autre valeur. Non, mais moi tu prêches un convaincu. Dresde est aussi horrible, sinon plus qu'Hiroshima et Nagasaki, mais symboliquement, Dresde n'a pas joué le rôle d'écran qu'a joué Hiroshima et Nagasaki. C'est une question que je te pose. Dresde, c'était la bombe atomique du pauvre. Oui, c'était les bombes au phosphore de Churchill, oui. Question que je te pose parce que je l'ignore. Toi qui as été à Dresde, tu sais qu'à Hiroshima et à Nagasaki, tous les ans, il y a une cérémonie de souvenir. Est-ce qu'à Dresde, il y a une cérémonie de souvenir? Ça, j'ignore.
Mais la différence aussi, c'est que Dresde, enfin, le centre historique, a été entièrement reconstruit à l'identique. Oui, je sais, oui. Le fameux théâtre. Là. Voilà, et tout le château, enfin le palais du roi, les églises, enfin tout a été reconstruit. Et même maintenant, ils reconstruisent des immeubles à l'ancienne. C'est-à-dire pas les monuments, ils ont été tous reconstruits. Enfin ceux qui sont dans le centre. Ceux qui n'étaient pas dans le centre, là, il y en a qui n'ont pas été reconstruits. Et ce qui était dans le centre a été reconstruit. Et là, ils reconstruisent des immeubles à l'identique qui sont dans la partie du centre. Donc pour des générations aujourd'hui qui arrivent, qui ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent même pas que tout ça a été reconstruit. Parce que ça fait quand même maintenant des décennies que les premiers monuments ont déjà été reconstruits. Donc ils ont déjà la patine de la vieillesse, la pierre est déjà grise et noire. Toi qui as été à Dresde, il n'y a pas de plaques en disant « se passant, souvenez-vous » non, rien. Aussi, il doit y avoir des plaques, mais bon, pour quelqu'un, disons, qui ne veut pas s'intéresser à l'histoire, il peut très bien ne pas savoir. Ah bon. Pas. Parce que, si tu veux, la reconstitution a été tellement bien faite qu'on pourrait vraiment imaginer qu'il n'y a rien eu. Ouais. Et ça, c'est intéressant, parce que c'était communiste, après la guerre. Ouais. Donc ce sont les communistes qui ont tout reconstruit. Sauf le dernier monument, qui était une cathédrale. Là, ils n'ont pas voulu la reconstruire. Et c'est après 89 que ce dernier monument a été reconstruit. Ce sont les communistes qui ont voulu effacer Dresde. Enfin, effacer le bombardement. Et cela dit, c'est peut-être typiquement allemand, parce qu'en Allemagne de l'Ouest, ils ont fait la même chose, notamment à Lübeck, ils ont reconstruit complètement la ville. Là, des cathédrales qui étaient en miettes, ils les ont complètement reconstruites. Hein. Il ne restait plus que le mur. Hein. Ils ont fait un travail aussi colossal. Hein. Non, mais c'est peut-être une idéologie allemande. Par exemple, en France, toutes les villes qui ont été démolies, aucune n'a été reconstruite. Le Havre, Caen, Boulogne, Le Havre, enfin, toutes ces villes de l'Atlantique, il n'y en a aucune qui a été reconstruite à l'identique. Donc, alors qu'en Allemagne, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, ils ont fait ça. Alors c'est peut-être typiquement allemand. Oui, puis en France, il y avait le fameux plan de l'ouvrier. Non, mais là, c'est plus tard. Hein, ouais, mais avant, oui, d'accord, mais tu sais, l'aspirateur était le Corbusier. Le Corbusier, dont tu sais qu'il y avait donc une. Enfin, j'en sais rien, je sais pas si c'est. Enfin, l'idéologie de Le Corbusier, c'était table rase. C'est ce qu'il voulait faire. Oui, enfin, je pense que. Non, je sais pas si c'est lié. Non, mais je pense. Alors là, ça va beaucoup plus loin. Pour moi, c'est philosophique et artistique. Et ça, c'est justement symptomatique, ce qui s'est passé après-guerre en France. C'est qu'il n'y a pas une culture du beau comme on pourrait avoir en Allemagne ou en Italie, où là-bas, vraiment, les villes sont vraiment bien préservées, alors qu'en France, aujourd'hui, en 2011, on continue à démolir plein de monuments. À partir du moment où ce n'est pas classé, on peut tout démolir. Et aujourd'hui, on démolit des églises, par exemple, en France, parce qu'on n'a plus les moyens de les entretenir. Ça, c'est impensable dans plein de pays, comme l'Italie, par exemple, où là, il y a vraiment une culture du beau. Alors, je pense qu'en Italie, on aurait démoli les villes comme Le Havre, Brest. Alors, je pense qu'on les aurait peut-être reconstruites à l'identique aussi. C'est très typique de la France de ne pas avoir fait ça aussi. Il y a une question d'idéologie aussi. Parce qu'eux, ils pensaient aussi, quand ils reconstruisaient les villes, il y avait un côté en disant « mais nous allons construire des villes encore plus belles que ce qu'elles étaient ». Ce qui est complètement faux, évidemment, quand on voit le résultat après. Oui, mais la culture... Oui. Mais eux pensaient, je pense, peut-être sincèrement, ça je ne sais pas, qu'ils allaient faire quelque chose de mieux. Il y a eu une culture, oui, non mais... parce que quand tu parles là en ce moment, j'ai l'impression de lire des lettres de Flaubert. Non mais justement, c'est pour ça, tout en te laissant parler, j'étais en train de me dire, la France a eu une culture du beau, mais jusqu'à quand? Voilà. Jusqu'en 1789. Voilà, j'allais te le dire, donc nous sommes entièrement d'accord. C'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà. Nous sommes entièrement d'accord. Parce que la modernité en France a commencé en 1789. C'est ça. Là, la culture de la table rase. Voilà.
alors que des pays qui n'ont pas coupé la tête à leur roi ou à leur reine Oui, sont des pays encore plus démocratiques que nous. Voilà. Tu vois, si tu vas en Suède ou je sais pas, en Hollande ou en Angleterre, on n'a pas de leçons à leur donner de démocratie, loin de là. C'est plutôt eux qui pourraient nous en donner. certainement. Hein. Ils n'ont pas eu besoin de couper la tête de leur roi pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Là, tu vois, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de débat. On est entièrement d'accord. Mais ça, c'est mal vu de dire ça. C'est politiquement très incorrect. Oui. Ah oui, je veux dire, on est anti-républicain. Oui, parce que je me souviens, alors il y a une anecdote qui m'a frappé, qui va me frapper jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'était en 1989, à l'époque du bicentenaire, tu vois. Et je discute avec quelqu'un en disant, bon là ça suffit, là c'est un peu trop quand même. Ouais. Tous les jours il y en a une couche supplémentaire, à la fin c'est... Je dis, c'est vraiment là j'ai une overdose. Et là la réaction de mon interlocuteur m'a laissé là-bas, j'ai été même incapable de répondre. Ah bon, tu es royaliste? Ouais, c'est ça. Alors là j'avoue que j'étais incapable de... Là j'étais anéanti. Par la bêtise évidemment. Mais tu sais, c'est ça qui m'a frappé agréablement dans la dernière fois que je suis allé à Paris. J'ai vu, non, l'avant-dernière fois, j'ai vu à la Fémis là, un discours de Straub au sujet de son dernier film qui parle de l'Alsace-Lorraine, qui est un film non républicain, on va dire royal et non. Et alors il y avait tous les petits jeunes qui c'est comment, monsieur Straub, vous, un ancien marxiste, et Straub très calmement, les mots exacts je les ai plus, mais là je buvais du petit lait, il dit, souvent des idées minoritaires qui ne sont pas forcément à la mode et qu'on considère comme de droite ne sont pas forcément les plus mauvaises, enfin des choses comme ça. Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. C'est tellement facile de se sécuriser en découpant le monde en deux. Voilà. Les bons et les méchants. Non, ouais, les progressistes et les réactionnaires. Voilà, c'est tellement plus facile. Voilà. Là, vraiment, là... Voilà. Oui. Ah bah oui, non mais oui. Puis alors quand on défend la position que nous défendons l'un et l'autre, alors après on a. Mais comment ? Tu voudrais revenir, oui c'est ça alors. Tu voudrais revenir au temps des privilèges. Hein ? Il n'y a pas de privilèges aujourd'hui, évidemment. Bien sûr que non. Tu voudrais revenir au temps des privilèges. Quand le Seigneur.
に黙れ。私のためだと身のためとは何だ。お前がここでためを思ったことがあるというのか。なぜ自分自身のためと言わんのだ。下がれ。いや下がりません。兵士たちは気がする民族でございます。いざそれはありません。兵団大決闘のことを兵下監督何をする。兵たちを求めているのはその方が敵ではないか。こら何をするところか。こうしてくれる。陛下のお前で覚悟のことできすまん。覚悟はいたしております。よいのだ。兵には私が話してみよう。お待ちください。